Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Un rendez-vous hautement politique avec un visage politique qui n'est plus à présenter au Burkinabé. Il s'agit de Monsieur Philippe Ouedraogo, homme politique, leader syndical. Aujourd'hui, il vit une retraite partagée entre les écritures, la lecture et des activités politiques, mais beaucoup plus au ralenti. Je disais que c'est un homme politique qui a aussi été plusieurs fois directeur de société au niveau du Burkina Faso, ministre dans le premier gouvernement de la Révolution de 1983 à 1984. Il a aussi présidé le Conseil économique et social. Il faut dire également que sur le plan politique, il a présidé le PAI, le Parti africain de l'indépendance, avec son organisation l'IPAD, le PDS METBA. Dans l'écriture, il est l'auteur de Tranches de vie de lutte syndicale à mon engagement politique, paru en mai 2021 aux éditions Mercury, mais également l'affaire PAI, chronique d'une affaire politico-judiciaire au Burkina Faso de 1998 à 2011, paru également aux éditions Mercury, mais en 2023. Madame, Monsieur, c'est parti pour cette émission Monde politique, mais ensemble nous allons dire bonjour et bienvenue à notre invité. Bonjour, Monsieur Ouedraogo. Bonjour, Monsieur Bougouma. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, comme je l'ai invité. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, vous avez connu une vie politique, administrative et syndicale chargée parce que vous avez milité dans le syndicat des techniciens ouvriers voltaïques STOV. Vous avez également fait la CSV en plus d'autres organisations. Mais tout a commencé au niveau de la FEANF. Donc, vous avez pas moins de 50 ans de carrière politique, c'est bien ça? Ah oui, au moins 50 ans de carrière syndicale, politique, y compris donc dans les syndicats estudiantins. Tout à fait, y compris les syndicats estudiantins, et puis je dis bien aussi au niveau de l'administration, parce que vous avez été directeur de plusieurs sociétés, dont le fils des projets de Tambao, la société minière de Tambao, le directeur général de la société des ciments et matériaux, et bien d'autres, j'en oublie. Alors, donc nous allons commencer cette émission. Alors, nous sommes dans un Burkina Faso aujourd'hui dont les destinées sont présidées par un capitaine. Quand on parle de capitaine, vous en savez mieux que nous, parce que il y a eu la période révolutionnaire de Thomas Sankara. D'ailleurs, vous avez été ministre de l'équipement et des communications dans le premier gouvernement de la Révolution. Donc, vous avez fait un an et puis après, votre parti, le PAI, s'est retiré. Donc, en son temps, on a vu des civils qui ont été avec les militaires. Aujourd'hui également, on a des civils qui sont avec des militaires. Et bon, c'est un capitaine comme à votre époque. Alors quand on regarde les deux périodes, est-ce qu'il y a des éléments de ressemblance ou bien les forces en présence ne sont pas les mêmes? Je pense qu'il est difficile d'établir une comparaison directe parce que avant 1983, une personnalité comme le capitaine Thomas Sankara était déjà connu et reconnu finalement comme ayant des idées politiques très avancées, comme influençant une partie de l'armée et même aussi une partie des civils. Et les organisations avec lesquelles finalement il étaient des organisations connues, ou en tout cas reconnues, qui également affichaient leur engagement vis-à-vis de la révolution. Aujourd'hui, je pense qu'on a une situation différente. Bien sûr, nous avons un capitaine dont on dit que lui aussi, il a accédé à la présidence du pays au même âge que Thomas Sankara, avec ses qualités propres. Mais officiellement, en dehors du fait qu'il se réclame d'une organisation comme le MPSR, dont personne ne connaît dont personne ne connaît pas grand-chose, il est peut-être soutenu aussi par des groupes civils que l'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les personnalités, enfin, qui ne sont pas fait connaître auparavant et dont on peut dire, voilà, ils ont telle orientation, ils ont tel projet politique et tout ça. Donc quand même, c'est très différent. Avant, on avait une situation politique, je pense, relativement claire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais il y a eu aussi des civils de l'époque de Thomas Sankara. Aujourd'hui, il y a des civils qui sont dans des organisations organisées ou pas, formelles ou pas. C'est ça, oui. À l'époque, donc, c'était des partis ou des groupes politiques, en tout cas connus,
Il y avait donc bien sûr le PAI, qui est Parti africain de l'indépendance, que l'on connaissait officiellement depuis 1963, qui se réclamait de la révolution et finalement donc qui se présentait comme l'un des représentants donc des mouvements révolutionnaires burkinabés, voltaïques à l'époque. Il y a eu aussi donc l'ULCR, qui était une organisation qui avait été créée dans les milieux occidentaux au départ, et puis finalement, dont les éléments, puisqu'ils avaient fini leurs études, étaient rentrés et étaient ici dans le pays, et par conséquent s'organisaient aussi comme mouvement politique. Et puis il y avait aussi d'autres sympathisants de la Révolution, en tout cas des gens qui étaient acquis à la Révolution et tout ça, puisque ces organisations, notamment en tout cas le PAI, travaillaient dans tous les milieux possibles, de façon à faire connaître finalement donc non seulement les objectifs du parti, mais ce que c'était que la Révolution, ou ce que pouvait être la Révolution, et surtout ce que c'était que la lutte anti-impérialiste, de façon à nous affranchir de la domination néocoloniale. Aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose de ceux qui soutiennent le MPSR, donc le régime. On sait qu'ils créent des organisations qui sont reconnues, mais enfin, il y en a beaucoup apparemment. On ne sait pas ce que ça vaut. On en parle surtout lorsque ces organisations organisent des manifestations, et puis après, finalement, on n'en parle plus. Est-ce qu'elles existent de façon pérenne? Est-ce qu'elles ne sont que le passage? Enfin, créées juste pour l'occasion? On ne sait pas grand-chose, parce que les conférences de presse n'apprennent pas grand-chose véritablement sur les hommes qui dirigent ces organisations ou sur ces organisations elles-mêmes. Donc je pense qu'il y avait quand même une différence de situation. D'accord. En tout cas, de l'époque révolutionnaire, on entendait parler de PAI Lipad, de l'ULCR, de PCRV et de bien d'autres organisations, même de ROC, de regroupement d'officiers communistes et plusieurs autres organisations qui soutiennent ou pas, mais au moins les visages étaient connus. Mais cette fois-ci, on a l'impression que c'était un regroupement informel, ou bien c'est quand il y a une manifestation d'envergure que de façon ponctuelle on organise. Qu'est-ce qui explique cette situation d'aujourd'hui? Je pense que aujourd'hui, d'abord le MPSR lui-même, on ne le connaît pas. Et par conséquent, ça veut dire qu'il doit aimer la clandestinité. Et par conséquent, ceux qui le soutiennent aussi sont un peu dans le même esprit. Ce sont des gens qui sont apparus assez brusquement, assez rapidement, qu'on ne connaissait pas auparavant, qu'on ne peut pas juger politiquement, et dont on ne sait pas grand-chose quant à leur vision. Et apparemment, ce qui les intéresse simplement, c'est d'être reconnus comme des soutiens inconditionnels du régime. Le reste, finalement, leur importe peu. Et apparemment, ça suffit finalement au régime comme soutien politique. Je pense que c'est pas comme ça que, en tout cas, nous comprenions les choses à l'époque. Pour nous, il fallait que, véritablement, on ait des organisations sur lesquelles on pouvait compter, avec lesquelles on pouvait discuter, qui pouvaient porter les messages de la Révolution en dehors, finalement, donc, du cercle restreint de la direction de la Révolution, qui pouvaient donc contribuer à faire partager les idées de la Révolution, la vision de la Révolution et les projets de la Révolution au plus grand nombre. Et donc les organisations étaient utiles à ça. Et le fait finalement qu'elles aient été connues, reconnues avant, certainement facilitait les choses parce que ça donnait une certaine légitimité finalement donc à leur message et à leur action. D'accord. Alors le Burkina est connu pour être un creuset d'organisations de gauche, de droite. En tout cas, il y a beaucoup d'organisations qui naissent au niveau du Burkina Faso. Il y a eu la LIPAD également qui avait fait son temps, la Ligue patriotique pour le développement. À l'origine, bon, parce que souvent on entend l'appellation PAI-LIPAD. À l'origine, la LIPAD a été créée. Pourquoi? C'est-à-dire que le PAI, comme vous savez, était une organisation clandestine. C'est un petit parti, clandestin. Et par conséquent, quand même, son activité ne pouvait pas être très ample. Et en plus,
pensait qu'il y avait un message particulier auquel il fallait donner une grande ampleur. C'est la nécessité de la lutte anti-impérialiste de façon à nous débarrasser de la domination néocoloniale française en particulier. Et par conséquent, le pays a estimé qu'il avait besoin d'une espèce de bras extérieur qui pouvait être un bras plus rassembleur et ce qui pouvait aussi s'adresser finalement à beaucoup de gens. Et pour cela, il fallait que ce soit une organisation qui soit reconnue officiellement, qui soit légale. Oui, effectivement, elle était légale et reconnue officiellement. Voilà. Et c'est comme ça que le projet de création de la LIPAD est né, comme une organisation destinée à propager le message anti-impérialiste, à expliquer les questions du développement, à expliquer la situation et politique et sociale du Burkina à cette époque-là. Et qui avait son propre journal. Voilà. Et bon, la LIPAD a été créée en 1973, reconnue en 1973. Mais le journal lui-même n'a été créé que quelques années plus tard, et notamment en 1977, à l'occasion de la semaine de solidarité avec les peuples d'Afrique en lutte. Je crois que c'est au mois de juin 1977. Le journal s'appelait d'ailleurs Le Patriote. Le Patriote, voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Bon, donc le titre était évocateur de ses ambitions, de son projet politique. Il s'agissait donc de faire de tous les voltaïques des patriotes qui aiment leur pays, qui aiment l'indépendance de leur pays et qui luttent pour l'indépendance de leur pays, et sur une base anti-impérialiste. En tout cas, dans nos recherches, il est ressorti que le journal a publié de 1977 à 1988, au total 28 numéros. Et donc, la parution étant interrompue durant la période de la Révolution. Alors, pour revenir d'ailleurs dans le régime actuel, les proches du pouvoir ont créé également un journal qui s'appelle Le Patriote, édité en version papier et en ligne, lepatriote.bf. Donc, voilà, je ne sais pas s'ils se sont inspirés de l'initiative de la LIPAD en son temps. Maintenant, pour revenir à la LIPAD, effectivement, les organisations qui sont annexées aux partis politiques au Burkina sont devenues courantes. C'est presque, il y en a à l'appel. Et on a l'impression maintenant que chaque parti politique a une organisation dite de la société civile derrière. La différence avec la LIPAD en son temps, c'est quoi? Parce que vous dites qu'en son temps, la LIPAD menait des activités visibles, des activités de développement. Est-ce qu'il y a des infrastructures qui ont été érigées? La différence entre la LIPAD et ces organisations aujourd'hui, c'est quoi? Bon, de toute façon, je ne connais pas bien les organisations. Mais leurs manifestations sont voilà. visibles, voilà, c'est ça. Alors, donc, la LIPAD, qui était légale, organisait très officiellement des conférences, des débats, et puis donc publiait son journal, et puis essayait finalement de constituer des sections au niveau finalement donc de la province. Bon, à l'époque, le mot province n'était pas reconnu comme division administrative. C'était donc les subdivisions, etc. quoi. Les départements, c'était les subdivisions. Et donc ça, c'était donc comme ça que la LIPAD travaillait. Et la LIPAD se donnait effectivement comme objectif d'organiser un certain nombre de conférences sur de grands sujets. En particulier, il y a ce que nous avons appelé les grands débats de la LIPAD, qui n'ont pas pu être organisés très régulièrement, mais qui ont vu le jour dès 1976, je crois. Bon. Aujourd'hui, je crois que malheureusement, on n'assiste pas à quelque chose de similaire. Je ne sais pas si, comme vous dites, les partis politiques se sont fait une règle de créer des organisations de la société civile, mais personnellement, je dois dire que au niveau du PAI, quand nous en parlions récemment, enfin donc les dernières années, pardon, avant que le PAI n'existe plus comme organisation, en tout cas nous étions très dubitatifs sur l'intérêt, la pertinence de créer des organisations comme ça qui se rattachaient, parce que c'était les mêmes hommes, si on peut dire, qui auraient travaillé, voilà, et voilà, c'est ça. Et puis ça ne paraissait pas très honnête vis-à-vis de choses. Et l'intérêt finalement d'une telle dichotomie, si on peut dire, dans l'activité ou l'action, ne paraissait pas très évidente, quoi. Alors donc, mais en tout cas, on organisait des activités où chacun pouvait venir discuter, donner son point de vue
nous contredire, évidemment, contredire en tout cas les dirigeants de la LIPAD très officiellement et tout ça. Aujourd'hui, je crois qu'en dehors des conférences de presse périodiques, on ne voit pas beaucoup d'activités, sauf évidemment quand il s'agit d'organiser des manifestations de soutien comme les marches. Mais il faut dire qu'il y en avait très peu, il y avait très peu d'organisations de masse avant. Vous pouvez citer la LIPAD, c'est vrai, mais pas beaucoup d'autres organisations. Il y avait des organisations de caractère culturel, des organisations... Mais c'était un peu rare. Ça pouvait se compter sur les doigts d'une seule main ou de deux mains au maximum, quoi. Jusqu'actuellement, bon, il s'en crée, je dirais, presque toutes les semaines, et sans qu'on sache finalement si elles existent vraiment, si elles disparaissent, si elles ont juste été créées dans le cadre d'une manifestation à venir ou pas, on ne sait pas. Mais à l'époque, c'était quand même, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'organisations. Bon, je pourrais peut-être finalement me rappeler les noms de celles qui existaient, qu'on connaissait bien. Mais actuellement, je sais qu'il s'en crée chaque semaine. Moi, je regarde la presse en ligne en particulier pour suivre un peu ce qui s'est fait. Mais je pense qu'il y a une manie de la création de ces partis, de ces organisations de la société civile, dites la société civile. Mais je pense que c'est pour beaucoup de gens un moyen d'entrer en politique sans être aligné dans un parti politique. Alors je pense que ça veut dire que c'est le projet est faussé dès le départ. Parce que finalement, on veut faire de la politique, mais sans y entrer officiellement. On ne veut pas s'assumer conséquemment. On ne veut pas s'assumer. Bon, mais on voit bien que certaines organisations de la société civile se transforment carrément en partis politiques et en tout cas abordent finalement sans complexe beaucoup de sujets politiques. Alors donc, quand même, il y avait une différence. La LIPAD, effectivement, donc, s'aventurait dans les domaines politiques et tout ça, mais également tenait compte de son statut, qui était d'éveiller à la conscience politique anti-impérialiste, à la conscience anti-impérialiste, finalement, les gens, par l'examen, la discussion des sujets politiques, sociaux, économiques, quoi. C'était comme ça qu'il a défini la LIPAD. Mais qui voulait, et il insiste chaque fois, qui voulait rester une organisation de masse, c'est-à-dire ouverte à tout le monde. Les gens pouvaient venir, contester éventuellement ce qui se faisait, mais qui viennent enrichir le débat à la condition dès le départ quand même d'adopter un point de vue anti-impérialiste. Madame, Monsieur, vous êtes bien à l'émission Monde politique de la radio Watt FM et de la télévision Sur TV. L'émission se poursuit avec Monsieur Philippe Ouedraogo, un homme politique et écrivain. C'est notre invité du jour. Alors, pour avancer dans notre sujet, le chef de l'État prône l'affranchissement, que les Africains, en particulier les Burkinabés, puissent compter sur eux-mêmes. Ce n'est pas un discours qui est nouveau, parce que c'est un discours qui a été prêché sous l'époque révolutionnaire. Vous êtes également connu pour avoir mené des luttes anti-impérialistes. Alors, donc, on parle de panafricanisme. Au Burkina, comme dans d'autres pays africains, il y a des partis panafricanistes. Alors, le panafricanisme met en réalité. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'ailleurs comme contenu quand on parle de panafricanisme? Je pense que si on revient au contenu que les auteurs du panafricanisme et les concepteurs du panafricanisme et les premiers militants qui se proclamaient panafricanistes disaient, il faut comprendre qu'il s'agit de rassembler tous les Africains et même tous ceux qui étaient originaires d'Afrique, même s'ils ont été exilés ensuite dans d'autres continents, de façon finalement donc à ce que ces Africains, eh bien, ensemble défendent leurs intérêts, ensemble finalement donc unissent leurs forces pour finalement donc défendre leurs intérêts et les intérêts du continent. C'est comme ça que les panafricanistes se définissent. Alors, comme vous savez, il y a eu plusieurs congrès panafricanistes
Mais ça allait de pair aussi avec la volonté des peuples africains de se libérer du joug colonial au départ, et puis aussi avec la volonté, le désir des peuples d'origine africaine qui étaient soit aux États-Unis, soit aux Antilles, soit finalement dans d'autres continents, eh bien de se défendre contre le racisme qui subissait et qui était fondé sur les préjugés essentiellement, contre la couleur sur la couleur de leur peau. Donc il y avait, si on peut dire, une espèce de fraternité qui était ainsi prônée par les africanistes. Et d'ailleurs, vous savez que les premiers africanistes n'étaient pas des Africains pure souche, mais c'était des gens finalement qui étaient d'origine antillaise ou jamaïcaine et tout ça bien sûr, mais aussi ou finalement d'origine américaine, des États-Unis en particulier. Donc c'était l'objectif, c'était ça, que les Africains se rassemblent, unissent leurs forces pour non seulement se libérer de la domination coloniale, mais également rejeter le racisme et finalement donc revaloriser l'homme africain et lui faire retrouver sa dignité et obtenir finalement qu'il soit respecté finalement les autres peuples dont il est légal. Alors, mais le premier congrès a eu lieu en 1919. Le dernier, c'était en 1945. C'était d'ailleurs le dernier congrès panafricain. Depuis lors, il n'y a plus de congrès. Pourquoi? Je pense parce que les grandes figures, si on peut dire, qui étaient au devant du panafricanisme, finalement, donc, avaient certainement d'autres préoccupations. Vous savez, c'était des hommes politiques. Et par conséquent, quand leur lutte aboutissait, ils devenaient des responsables d'État. Et quelquefois, finalement, donc, ils n'avaient plus la volonté d'organiser. Je pense qu'il faut dire aussi que l'idée panafricaine, finalement, avait perdu de sa force, quoi. Oui, et puis le congrès n'avait pas tous lieu en Afrique. Les congrès n'avaient pas tous lieu en Afrique. New York, Manchester. Ouais, c'est ça. C'est le dernier. Oui, qui était à Manchester. Oui, c'est ça, qui était à Manchester. Mais le dernier projet de Nkrumah Kwame Nkrumah, c'était d'organiser un congrès panafricain au Ghana. Malheureusement, il est tombé avant d'avoir pu réaliser ce projet-là. D'accord, mais est-ce que le panafricanisme, c'est un mythe ou bien ça peut marcher? En termes de contenu, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Je pense que c'était un mythe, mais un mythe très utile d'abord, parce que ça a donné une grande solidarité entre beaucoup de leaders africains. Et ça a vraiment aussi, je crois, contribué à impulser des luttes. Okay. Maintenant, je pense que ce qui est dit dans le panafricanisme est juste et utile. Si l'Afrique et les Africains arrivent à s'unir véritablement dans l'esprit finalement d'indépendance et pour bâtir l'Afrique, et notamment rendre l'Afrique indépendante des autres pays, des autres puissances, ce sera une bonne chose pour tout le monde. Et l'Afrique doit compter pour ça, essentiellement sur ses propres forces, et sur aussi l'apport que peuvent lui apporter toutes les populations d'origine africaine qui sont sur d'autres continents. D'accord. Alors aujourd'hui, les questions de lutter contre l'impérialisme, comme depuis, ça ne date pas d'ailleurs d'aujourd'hui, de lutter contre l'impérialisme, mais bon, quand on regarde, on a l'impression qu'il faut déshabiller, c'est-à-dire c'est comme si on changeait de maître, l'esclave change de maître. C'est-à-dire, est-ce que au fond, un combat panafricaniste dans ce contexte-là peut marcher, du moins, ou même sur le continent africain, les intérêts n'étant pas les mêmes, les États n'ont pas la même façon de voir les choses? Je pense que si vous avez comme vision le panafricanisme, vous pouvez lutter, vous devez lutter, même si finalement, donc, dans l'immédiat, votre lutte n'a pas d'écho à l'extérieur de votre pays. Et donc, je pense que le panafricanisme doit continuer à lutter, puisque si on est convaincu que c'est vraiment la voie par laquelle l'Afrique peut être sauvée, les peuples africains peuvent être sauvés, je pense qu'il faut continuer le combat. Et
probablement tôt ou tard, ce combat aura un écho dans d'autres pays, dans d'autres régions. Et en ce moment, on pourra envisager finalement que le mouvement panafricaniste soit plus important, plus fort, et réellement donc s'impose même au point de vue de la politique des États. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Nous avons les mouvements panafricanistes, nous avons les hommes politiques qui se réclament du panafricanisme, mais ce n'était pas vrai, par exemple, il y a 15 ans, 20 ans, ce n'était pas vrai. Aujourd'hui, c'est de plus en plus vrai. Apparemment, il y a un renouveau du panafricanisme, et je pense que c'est une bonne chose. Vous pensez que c'est une bonne chose? Donc, en tout cas, c'est une... Oui, mais ce n'est pas comment on appelle ça, le panafricanisme. Le problème, ce n'est pas qu'on ne veut pas compter sur soi, mais il y a aussi, c'est ce qui en compte. Vous aviez dit les premiers leaders ne sont plus, et puis d'ailleurs, ce n'étaient pas des Africains, c'est ceux qui ça a commencé de l'autre côté avant de pouvoir embrasser effectivement. Mais ça a rapidement eu un écho en Afrique. Un écho en Afrique, et cela a contribué aux luttes pour la libération. Pour la libération, mais maintenant, pour l'indépendance. Ouais. Après, maintenant, on est dans la lutte contre l'impérialisme et pour lutter contre le néocolonialisme. Oui, bon, là, on a l'impression c'est pas incompatible d'ailleurs avec le panafricanisme, hein, au contraire. Non, on a l'impression que ce combat contre l'impérialisme et le néocolonialisme n'a pas la même ferveur que la lutte contre, contre la décolonisation en son temps, sur fond du panafricanisme. C'est sûr que ça veut dire aussi que les problèmes n'ont pas la même acuité. Il était évident pour tout le monde que le colonialisme qui avait cours était inacceptable. Il était évident pour tout le monde que les nationalistes, ceux qui demandaient finalement l'indépendance ou qui demandaient simplement le respect de la dignité du noir, de l'Africain, eh bien, étaient soutenus par la majorité de la population. Aujourd'hui, donc, si on peut dire, les objectifs politiques peuvent être très divers, hein, même si on peut se réclamer du panafricanisme tout en ayant ensuite finalement des objectifs politiques divergents. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi donc, la lutte pour le panafricanisme a moins de vigueur qu'auparavant. Mais ce que je veux ajouter, c'est que le panafricanisme ne suppose pas, au contraire, que l'on sorte d'une dépendance pour aller dans une autre dépendance, non. C'est qu'on se libère, qu'on puisse compter effectivement sur ses propres forces, ce qui veut dire qu'il faut créer ses propres forces aussi. On ne peut pas dire qu'il faut compter sur ses propres forces finalement et rester dans le même état d'arriération que l'on connaissait avant. Il faut développer ses forces productives, il faut que, au point de vue technologique, au point de vue du savoir et tout ça, au point de vue de la qualité des ressources humaines, on est avancé suffisamment pour réellement pouvoir compter sur ses propres forces en tout. Sinon, ça peut être un slogan, mais un slogan qui cache un peu la dépendance que nous avons vis-à-vis des autres. D'accord. Madame, Monsieur, vous êtes avec Monsieur Philippe Ouedraogo, notre invité à l'émission Monde Politique. Il est l'auteur de 2 livres. Le premier, c'est Tranche de vie des luttes syndicales à mon engagement politique, paru en mai 2021. C'est un livre de 699 pages que je vous invite à lire parce que c'est un pan également de l'histoire sociopolitique du Burkina Faso qui est racontée. Ensuite, le deuxième ouvrage, c'est L'affaire PAI, chronique d'une affaire politico-judiciaire au Burkina Faso, 1998-2011, paru en 2023, qui n'a pas encore été officiellement dédicacé, mais que vous pouvez également lire pour ceux qui veulent en tout cas se documenter sur l'histoire politique du Burkina Faso. Alors parlons de vos livres, Tranche de vie des luttes syndicales à mon engagement politique, mai 2021. C'est paru en mai 2021. Je rappelle que ça fait 699 pages. Vous racontez votre vie politique, vos luttes syndicales. Alors, qu'est-ce qui a commencé avant quoi? La lutte syndicale ou le militantisme politique qui est raconté dans ce livre, on peut dire, comprend 2 parties relativement distinctes. La première partie où je parle de mon enfance, mon adolescence et mes premières années d'université, mes premières années universitaires. Vous avez passé de l'autre côté de la frontière parce que, bon, en ce moment, il n'y avait plus de frontières. Oui, vous étiez dans une zone attachée au Niger. C'est ça. D'accord. Et puis, finalement, donc, la deuxième partie où je parle de mon expérience syndicale ou politique
ici au Burkina Faso, quoi. Mais au point de vue syndical, disons que on commence souvent par le syndicalisme, puisque c'est un peu la porte d'entrée en ce qui concerne donc l'engagement vis-à-vis de la société, quoi. J'ai commencé effectivement à militer dans le mouvement syndical étudiant. C'est là que j'ai appris, si on peut dire, les premières bases de la vie syndicale, où donc on essaie de discuter ensemble les problèmes de notre petit monde étudiant. Et puis finalement, on apprend là finalement comment il faut lutter, comment on lutte, comment on s'organise, comment on établit la solidarité entre finalement les militants syndicaux et les dirigeants syndicaux, tout ça. Donc c'est une école, l'école du syndicalisme. Et cette école peut vous conduire effectivement aussi à l'engagement politique. C'est ce qui s'est passé, parce que c'est dans le cadre, si on peut dire, de ma participation à la vie syndicale étudiante, que j'ai été contacté pour être membre donc d'un parti politique, le PAI, qui avait des représentants dans le monde étudiant, qui était organisé aussi au niveau du monde étudiant. Bon, ce n'était pas le seul parti organisé dans le monde étudiant, mais c'était l'un des partis. Et donc c'est comme ça que j'ai donné mon accord de principe pour entrer en politique, alors que je n'avais pas prévu auparavant. Vous n'avez pas prévu auparavant? Non. C'était pour le militantisme syndical. Comme quoi, entre le syndicat et la politique, il y a un pas à franchir. Il n'y a qu'un pas à franchir. Oui, mais parce que finalement, donc, les gens du monde politique vous observent aussi. Si vous êtes un militant syndical actif, dont l'action est appréciée par les autres camarades, eux aussi, finalement, donc, ils apprécient votre influence, votre position, et puis par conséquent, ils peuvent vous proposer de venir avec eux. Ah donc, ça dit que l'homme politique scrute également le milieu syndical, oui. Et de là, il regarde qui peut faire mon affaire, voilà. Et il démarche. Chez vous, ça a été comment? Oui, c'était comme ça. Qui vous a démarché? Oui, j'ai été démarché. Qui vous a démarché? C'était un beau matin. Ils sont venus à deux, frapper à ma porte. Je crois que c'était un samedi ou un dimanche matin. Vous étiez toujours étudiant ou c'est quand vous êtes rentré? J'étais étudiant. Okay, ah bon? J'étais étudiant en 2007. En 1967, pardon. Ok, ils ont frappé à votre porte. Oui, puis ils sont rentrés. C'est des gens que je connaissais bien, puisqu'on se rencontrait dans les réunions étudiantes et tout ça. On parlait, on discutait. Et on avait des idées qui étaient très proches, et par conséquent, donc, il faut dire aussi qu'à l'époque, par exemple, parce que il s'agissait d'un parti qui se réclamait du marxisme, le PAI, le mouvement marxiste était très populaire, dans les milieux intellectuels en particulier, mais pas seulement. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, les Français votaient à 20-24% pour le Parti communiste français. Donc, et puis, effectivement, par rapport aux problèmes qui se posaient dans le monde entier, le mouvement communiste se présentait finalement comme étant celui qui soutenait le mieux et le plus, c'est-à-dire partout, les luttes des peuples pour leur liberté. Et par conséquent, donc, quand on vous proposait d'être membre d'une organisation communiste, vous étiez flatté certainement, très fier qu'on vous ait jugé digne de rentrer dans une telle organisation, même si vous redoutiez finalement la signification de cet engagement, parce qu'une fois que vous étiez là, il fallait faire preuve de qualité qu'on attend normalement des militants communistes, et c'était pas petit, quoi. Bon, donc et c'est comme ça que cela a commencé, avant que vous ne reveniez des études? Oui, avant que j'ai fini mes études. D'accord. Oui. Et donc, vous avez commencé par militer dans quel parti? Dans le PAI, dans le mouvement étudiant PAI. Ok, d'accord. Oui. Et là, c'était en France? En France, oui. D'accord. Donc, de la FEANF, vous êtes déjà, voilà. On dira quoi? Pas homme politique, étudiant politique déjà? À la FEANF, j'étais donc... j'étais militant syndical de la FEANF, donc du mouvement syndical étudiant, et j'étais membre du comité exécutif
de la FEANF quand j'ai été approché pour devenir membre du mouvement étudiant PAI. D'accord. Je rappelle à ceux qui nous suivent que la FEANF, c'est la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui a aussi été le creuset de formation politique de plusieurs leaders politiques burkinabés comme africains. Alors, donc, votre militantisme a commencé, mais vous parlez d'un faux pas qui a eu lieu en politique sous la Deuxième République. Quand on fait le chapitre 12 de votre livre, dit mon faux pas en politique sous la Deuxième République. Ça, pourquoi vous parlez de faux pas? C'est en 1973. Pourquoi vous parlez de faux pas? J'étais déjà rentré. Et donc, il y a eu... Vous savez, quand je suis rentré en 1968, c'était un régime militaire, théoriquement, dirigé par le président Lamizana. Et en 1970, il y a eu donc l'adoption d'une nouvelle constitution, un référendum pour l'adopter. Et finalement, donc, il y a eu un nouveau gouvernement. En fait, le nouveau gouvernement a été établi en 1972, je crois. Et bon, il s'est établi, voilà. Et le Premier ministre de l'époque, M. Gérard Kangourou, m'a contacté pour me demander de venir être haut commissaire au plan. M. Gérard Kangourou était Premier ministre au titre du RDA. Et puis, de toute façon, le jugement que nous portions vis-à-vis du régime en place, le gouvernement, était que ce régime était finalement dirigé par des politiciens réactionnaires qui ne pouvaient pas comprendre finalement donc, la nécessité de la révolution, alors que nous prenions la révolution. Et par conséquent, le premier réflexe, c'est de dire non, là, c'est la première réponse. Mais je pense que j'ai voulu ruser avec la proposition qui m'a été faite. Et c'est comme ça que j'ai demandé à réfléchir et tout ça, bon, pour leur répondre non le lendemain, après avoir bien sûr donné l'information à mes camarades, quoi. Et puis finalement, donc, il a trouvé des personnes pour venir me voir, discuter. J'ai été appelé par le président Lamizana lui-même, qui a essayé donc de plaider pour que j'accepte le poste et tout ça, etc. Bon, et je dirais que c'est un peu de guerre lasse. J'ai dit d'accord, ok. En me disant, de toute façon, j'y vais, et si ça ne va pas, je démissionne, quoi. Je pense que c'était une faute politique, quoi. J'aurais dû dire non, et puis c'est fini, parce que on n'est pas... Moi, j'étais d'un parti qui se réclamait de la révolution, qui considérait que le régime ne pouvait pas être un régime progressiste mais réactionnaire, et par conséquent que je n'avais rien à y faire, quoi. D'un point de vue idéologique, ça ne collait pas. Ça ne collait pas, voilà, exactement. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, d'avoir dit oui, un peu par lassitude ou bien par... pour ne pas heurter finalement donc, mes interlocuteurs, je pense que c'était un faux pas. Je pense qu'il faut mieux être net en politique quand on a une opinion. D'accord. Vous dites que la première partie du livre parle de votre enfance et tout, et la deuxième partie parle de quoi? La deuxième partie parle un peu de la situation politique au Burkina telle que je l'ai vécue depuis que j'ai commencé à travailler en 1968. D'accord. Il y a une partie, vous parlez d'années de braise. Ah oui, les années de braise, c'est tout ce qui entoure, si on peut dire, la Troisième République. Quand la Troisième République a été mise en place en 1977-78, il y a eu beaucoup de tractations, etc. Et donc il y a eu une période où effectivement les événements se sont précipités, personne ne contrôlait vraiment les choses, et c'est ça que j'ai appelé les années de braise, par allusion, si on peut dire, au titre d'un film célèbre finalement d'origine nord-africaine. Je rappelle à ceux qui nous suivent à la radio et à la télévision que notre invité Philippe Ouedraogo a aussi été député à l'Assemblée nationale. Alors vous avez vécu toutes ces années-là avec suffisamment d'appréhension, parfois des moments de frayeur et tout, mais que gardez-vous après tout ce parcours? Quand vous vous asseyez pour résumer, qu'est-ce que vous gardez de tout ce parcours de militant syndical à homme politique? D'accord. Peut-être avant d'arriver avant de répondre à votre question, il faut dire que donc la lutte
tel que le PAI finalement donc l'a engagé, oui, dans le pays en accord, en complicité ou en alliance avec d'autres forces politiques, y compris finalement donc le groupe militaire de Sankara, tout ça, a fini par aboutir positivement. Oui, tout à fait. Au 4 août 1983. C'était un travail de fond quand même. Bon, oui, voilà, c'est ça. Et nous étions évidemment en tant que PAI très fiers de ce résultat, très contents donc, de ce résultat. Et nous pensons qu'effectivement, donc, nous allions participer à la suite des événements, la suite des choses. Et malheureusement, donc, on est tombé on a eu des contradictions qui se sont révélées de plus en plus importantes entre nous, notre PAI, et puis finalement le groupe militaire qui était autour de Thomas Sankara, et puis aussi finalement donc l'ULCR dirigé par les gens comme Valère Sommet, Basile Guissou et tout ça. Donc c'est comme ça que nous avons dû en 1984 quitter le CNL, le Conseil national de la Révolution, et donc ne plus participer, si on peut dire, à la direction des affaires. Quoi. Et même nous étions même, si on peut dire, l'objet de la vindicte de ceux du régime révolutionnaire. D'accord. Alors, ça veut dire que c'est vrai oui, je vais revenir à cette question, mais vous me permettez de poser une autre question. Oui. C'est-à-dire, en début de mission, vous avez dit qu'effectivement, il y a une différence entre l'époque des capitaines de 83 et l'époque des capitaines de 2023, 2022-2023, parce que ceux de 83 ont eu du temps pour se préparer à l'ombre, se sont aguerris, affinés politiquement, effectivement, avant de venir. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment est-ce que les choses se sont préparées dans l'ombre, puisqu'apparemment les choses se sont préparées dans la clandestinité? Ah oui, pour l'avènement de... Oui, exactement. C'est raconté dans votre livre. C'est raconté. En fait, j'explique que nous avons eu plusieurs discussions, entretiens, échanges avec Thomas, Blaise Compaoré, qui était son ami et son compagnon, son camarade de lutte aussi. Et nous discutions finalement stratégie politique, comment avancer, progresser, tout ça. Et donc, mais évidemment aussi, autour de nous, le monde continue à tourner. Et par conséquent, donc il y a eu l'avènement du CMRPN, de Seyss Herbo, du colonel Seyss Herbo, et par conséquent, Seyss Herbo a tout naturellement fait appel à Thomas Sankara, qui avait une certaine réputation au niveau de l'armée et puis au niveau des civils, pour faire partie de son gouvernement. Alors, Thomas Sankara n'était pas d'accord. Et il nous en a parlé, donc on a échangé, et nous lui avons dit notre point de vue, pour ce que nous connaissions de l'armée, nous disions que c'était pour lui difficile de refuser, mais que s'il devait le faire, il fallait qu'il le fasse en accord avec ses camarades les plus directs, pour être sûr finalement qu'il n'y aurait pas de trop grave retombées pour lui. Bon. Mais il a été obligé d'accepter en fin de compte, mais ça lui a donné l'occasion de mieux se faire connaître encore. En particulier par cette phrase célèbre, malheur à ceux qui baillonnent leur peuple, tout ça. Bon. Et les choses sont allées en s'améliorant pour nous politiquement, puisque finalement par son comportement, etc., le régime du CMRPN, le colonel Seyss Herbo, a suscité finalement donc une coalition contre lui, d'officiers et tout ça. Et cette coalition, que je qualifie un peu d'hétéroclite, a fini par le renverser. Mais elle était hétéroclite, et par conséquent, c'était sûr que des contradictions, ça ne pouvait pas tenir. Donc le renversement a donné le régime du Conseil de salut du peuple. Et puis, donc, les contradictions au niveau de ce Conseil de salut du peuple, CSP,
dirigé par le commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. Les contradictions donc, ont abouti finalement à une rupture au niveau de ce Conseil de salut du peuple, et l'aile progressiste a fini finalement donc par l'emporter, et c'est comme ça que le Conseil national de la Révolution a pu avoir lieu. D'accord. En tout cas, vous avez comme invité aujourd'hui avec nous à Monde Politique Philippe Ouedraogo, un homme politique mais aussi écrivain. Je disais qu'il est l'auteur également du livre L'affaire PAI, chronique d'une affaire politico-judiciaire au Burkina Faso 1998-2011. C'est paru aux éditions Mercury en 2023, mais la dédicace officielle n'a pas encore eu lieu. Pour ceux qui ont suivi l'actualité de près en son temps, c'est cette affaire qui a en tout cas défrayé la chronique sur le plan judiciaire et sur le plan politique, et qui a abouti à plusieurs rebondissements judiciaires entre Philippe Ouedraogo et le regretté Soumane Touré. Vous en parlez dans cet livre. Concrètement, il s'agit de quoi? De l'explication également de votre version des faits? Ah oui, enfin, c'est pas mon explication de la version des faits. J'explique effectivement tout ce qui s'est passé. Je cite les jugements qui ont été rendus par les différentes instances, soit le tribunal administratif, soit finalement donc au niveau de l'appel du Conseil d'État, tout ça. Et donc je donne un annexe d'ailleurs, c'est un peu la moitié du livre. Oui, tout à fait. En tout cas, une bonne partie du livre, voilà, ce sont ces documents. Ce sont les documents annexes. Oui. Mais je fais le lien, si on peut dire, entre ces différentes situations, puisque ça s'est quand même déroulé sur 11 ans. Et oui. Donc, comment l'affaire a commencé, je donne un peu le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite après chaque décision, j'explique. Et ça, c'est pas évident que tout le monde le connaisse. Et en tout cas, les documents eux-mêmes, les décisions de justice, seuls n'expliquent pas, si on peut dire, l'enchaînement entre les différentes situations. Donc, d'où les explications qui sont nécessaires pour passer, si on peut dire, d'une décision à une autre, expliquer le passage d'une décision à une autre, quoi. Donc, la différence entre les deux livres, il y a un qui est beaucoup plus autobiographique. Oui, il y a un qui est autobiographique. Et l'autre raconte vraiment des rebondissements judiciaires. L'affaire PAI. L'affaire PAI. Oui, l'affaire PAI qui a effectivement décrété des fruits. Voilà. Donc, vous avez déjà écrit ces deux livres. J'ai dit, après avoir fait tout ce parcours, quand vous résumez à l'essentiel, qu'est-ce que vous retenez? C'est une question que je vous avais posée. Je pense que ce qu'il faut conclure, c'est que la lutte politique est souvent longue, difficile, avec des rebondissements qui ne sont pas toujours prévisibles. Ah, avec des rebondissements qui ne sont pas toujours prévisibles. Et je pense que ce qui est important, c'est d'arriver effectivement à créer une organisation cohérente, avec finalement une vision très claire des objectifs que l'on poursuit, et avec finalement des gens qui savent rester fidèles à cette vision et aux engagements que l'on prend ensemble, quoi. À partir du moment où, à un moment donné, ou à un moment ou à un autre, eh bien, on n'est plus dans ce même contexte-là. C'est-à-dire que les objectifs poursuivis ne sont plus les mêmes pour ceux qui étaient dans la même organisation. En général, donc, ça ne va pas, quoi. Non seulement ça aboutit à des éclatements de l'organisation, mais ça crée des inimitiés là où, finalement, il y avait une très forte unité et solidarité. Nous étions réputés pour être très solidaires au niveau du PAI. On était presque des frères, les uns avec les autres. Mais à partir du moment où finalement donc, nous avons considéré que certains poursuivaient les intérêts personnels beaucoup plus que les objectifs du parti, eh bien ça a donné des inimitiés très fortes. D'accord. Papi pour certains, papa pour d'autres dans la vie politique, parce que votre carrière politique déjà sonne à lui seul plus de 50 ans. Je ne parle pas de votre âge d'abord, je parle de votre âge politique. Donc naturellement, vous ne manquez pas de conseils à ceux qui veulent s'engager dans l'arène politique. Parce qu'après tout, il faut le faire, c'est ça. Oui, bon, est-ce que je peux donner des conseils? Malgré tous les rebondissements imprévisibles, est-ce qu'il faut le faire tout de même, la politique? D'accord, il faut, oui. Je pense que c'est normal que les gens fassent de la politique si véritablement ils veulent aussi contribuer
à l'évolution positive, au développement, comme on dit souvent, de leur pays, ou règlement finalement des problèmes qui se posent à leur pays. Donc il n'y a pas de raison de reculer. Il n'y a pas de raison finalement de ne pas faire de la politique. Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire de la politique en pensant à ses propres intérêts. À partir du moment où vous le faites, finalement, vous dévoyez la politique. Et vous dévoyez non seulement la politique, vous dévoyez même les hommes politiques. Mais est-ce que c'est possible de faire sans penser à soi? Ah oui, si vous engagez, tous ceux qui s'engagent en politique, en étant jeunes, sans avoir des problèmes sociaux particuliers, en général, ils le font sur la base donc, de convictions particulières. Ils veulent apporter leur contribution, ils sont prêts à se sacrifier, ils ne regardent pas encore finalement. Mais c'est sûr que quand on atteint un certain âge, on commence finalement à prendre en compte des intérêts particuliers, personnels, communautaires, etc. Et à ce moment, on perd de vue les objectifs qui vous ont amené en politique au départ, quoi. Bon, c'est vrai que nous avons considéré aussi que à partir du moment où la possibilité d'occuper une fonction particulière que vous donne votre engagement politique se présente, à partir de ce moment-là, les gens ne sont plus très honnêtes. Alors, donc, c'est difficile de donner des conseils à cause de ça. Mais je pense qu'il faut continuer à encourager les gens à entrer en politique, mais vraiment avec les intéressements. Comme on rentre dans les ordres, comme on rentre finalement donc en religion, mais il faut y tenir, il faut s'y tenir. De la même façon qu'on voit certains qui embrassent des causes particulières, qui changent de chemin, qui ne peuvent pas respecter leurs engagements, leurs serments. Eh bien, ça peut arriver aussi en politique, quoi. Mais il ne faut pas jeter à mon avis la pierre à tous les hommes politiques à cause de ça. D'accord. Mais je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent les vieux là, il faut les mettre à l'écart. C'est nécessairement les jeunes maintenant qui doivent commander. Bon, ce n'est pas mon point de vue parce que je pense que la compétence et l'esprit de dévouement doivent être mis toujours en premier, beaucoup plus que des questions d'âge. Alors, dernière question, vous êtes à la retraite, quand vous levez le matin, c'est à quoi vous vous occupez? En général, je suis toujours très occupé. Vous ne vous ennuyez pas. En tout cas, pour quelqu'un qui a écrit un livre de 686 pages, ce n'est pas quelqu'un qui s'ennuie et qui redouble encore avec un autre livre de près de 200, 300 pages. Bon, ce n'est pas quelqu'un qui s'ennuie. Oui. Mais après, l'écriture est quand vous avez un certain âge, non seulement vous avez vos propres préoccupations, mais également vous avez des préoccupations sociales auxquelles vous ne pouvez pas vous dérober, quoi. Okay. Donc ça vous prend une bonne partie de votre temps, quoi, de répondre à telle ou telle sollicitation. Il y a des gens qui viennent vous voir, il faut absolument que vous les aidiez pour ceci ou pour cela, même y compris avec votre propre argent, comme si vous en aviez beaucoup. Ensuite, vous devez répondre pour tel ou tel parent. Parce que vous avez, plus votre âge augmente, plus vous avez des parents. Oui, on vient pour les sollicitations diverses. Oui, c'est ça. Mais bon, conciliabules. Voilà, exactement. Bon. Et puis, ma foi, donc, si vous avez des projets personnels, comme par exemple d'écrire des livres, tout ça, ça va vous prendre du temps. Pour rester en relation aussi avec les gens que vous connaissez de par le monde. Et tout ça, ça prend du temps. Vous ne chômez pas alors? Moi, non, je ne chôme pas. Vous avez réussi votre reconversion? Oui, en ce sens-là, oui. Bon, sauf que je considère que je ne me suis pas reconverti. Oui, puisque il y a quand même une reconversion, parce que je ne travaille plus comme je le faisais, sur les mêmes sujets que je faisais quand j'étais actif. Mais quand même... je trouve que c'est une continuité entre ce que je faisais et puis ce que je fais maintenant. Est-ce que vous avez le temps encore de donner des conférences comme avant? Parce que vous en avez donné beaucoup. Ah oui, à l'époque, je donnais des conférences et tout ça. Bon, ça dépend des sollicitations. Personne ne me sollicite, donc je ne donne plus de conférences. Surtout que pour le moment, l'actualité politique est en berne. Les activités sont en berne. Oui, c'est ça. Okay. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est avec plaisir que nous vous avons reçu pour parler de votre œuvre, de votre parcours, parce que
tranche de vie de lutte syndicale à mon engagement politique, Philippe Ouedraogo, un livre à lire absolument, mais aussi Philippe Ouedraogo, l'affaire PAI, chronique d'une affaire politico-judiciaire au Burkina Faso, 1998-2011. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent à l'actualité politique au Burkina Faso, ces œuvres-là vous sont recommandées fortement. Nous allons vous dire également merci d'être venu. Naturellement, avec vous, le sujet n'est pas épuisé, parce que, comme on devait parler de votre œuvre, il y a des éléments de la vie politique burkinabé dont nous n'avons pas pu évoquer, et certainement ça pourra faire l'objet d'une autre émission. Nous vous disons merci pour la disponibilité. Merci à 3TV, merci à vous-même de m'avoir invité à cet échange. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci, vous qui l'avez suivi. Merci à Aimé Zoundi à la réalisation, au niveau de la télé, Alphonse Déduit à la radio. Monde politique, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde politique. Au revoir et bien des choses chez vous.